Vous êtes ici au château de Lassay, qui se trouve au nord de la Mayenne, à quelques kilomètres de la Normandie, et assez près de la Bretagne aussi. C'est une forteresse qui défend justement la frontière entre ces trois territoires. Un château fort purement militaire et défensif, dont il reste l'essentiel des éléments, que je vous invite à venir découvrir avec moi, si le pont-levis veut bien s'ouvrir. Allons-y. L'actuelle entrée du château est un élément vraiment très rare et très exceptionnel dans son état de conservation actuel. Il s'appelle le boulevard d'artillerie. Il était destiné à défendre l'entrée, l'unique entrée du château, et donc les ponts-levis par lesquels nous venons de passer. C'est un ouvrage défensif en forme de proue de bateau, très long, très haut, avec 3 étages. Et à chaque niveau, vous avez des postes de tir. 10 casemates au niveau médian, où nous étions, et 10 casemates dans une galerie inférieure que nous allons voir. Donc vous voyez que le château était extraordinairement défendu et vraiment uniquement consacré à ça. Son propriétaire y habitait à peine. Il vivait une garnison plus ou moins fournie en fonction de la période de paix ou de guerre. Ici, nous sommes dans la cour d'honneur du château. Le château, comme vous voyez là, n'est constitué que de tours. Il est vide à l'intérieur. Les tours sont soit rondes, soit en fer à cheval. En fait, on a seulement 2 tours rondes. Et l'ensemble des tours est relié par un rempart, des courtines sur lesquelles passe un chemin de ronde qui traverse toutes les tours. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est assez inhabituel. Dans l'épaisseur du mur des tours, mais sans communication entre la tour et le chemin de ronde. Ce qui fait qu'un ennemi éventuel qui arrive par l'extérieur est dans l'incapacité de pénétrer dans les tours une fois qu'il est là-haut. Donc il doit redescendre dans la cour, prendre la petite porte d'entrée de la tour qu'il aura choisie et avec un escalier en colimaçon très étroit dans lequel peut passer une seule personne. Et donc c'est beaucoup plus difficile d'arriver à quelque chose. Le château a connu 3 grandes périodes dans son histoire qui l'ont mené jusqu'à maintenant. La première de sa construction vers le milieu du XIe siècle jusqu'à la fin des guerres de religion avec les barons de Mayenne et la famille de Vendôme qui en a hérité par mariage. Deuxième séquence du XVIIe et le XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution avec la famille de Madaillan, les marquis de Lassay. Et troisième période de la Restauration à nos jours avec les Beauchesne puis les Montalembert. Ces 3 grandes périodes familiales ont plus ou moins marqué ce qu'on voit du château actuellement. La première, c'est vraiment le château tel qu'il est, hein, pratiquement, à quelques détails près, tous les éléments défensifs, toute la structure du château. La seconde, ce qui a été fait au XVIIe a disparu, sauf quelques ouvertures, donc vous ne verrez pas grand-chose, mais c'est ce qui vraiment a permis de porter le château à travers l'époque classique et jusqu'à la Révolution. Et la dernière, alors là par contre à l'intérieur a beaucoup marqué le château puisque les aménagements actuels dont nous profitons encore datent du XIXe. Donc je vais vous faire un petit tour et puis vous verrez ça au fur et à mesure. De cette cour d'honneur où nous tenons, nous allons descendre par un escalier qui descend sous la cour jusqu'à l'étage inférieur du boulevard d'artillerie pour que vous compreniez bien comment était défendu le château. L'idée, bien sûr, était que on ne pouvait pas, il y avait un minimum d'ouverture pour entrer ou sortir du château, et que ces ouvertures étaient très protégées. Il y a un seul point d'entrée, qui sont les ponts-levis que nous avons passés tout à l'heure. Et pour atteindre ça, c'est un chemin un peu protégé, isolé de l'extérieur, qui va descendre, qui va longer le rempart, mais dans une sorte de tunnel qu'on appelait une caponnière à l'époque, dont il reste quelques éléments. Voici cette fameuse caponnière. Il n'en reste que la base, mais à l'époque, ça montait comme ça et ça venait se rabattre sur la tour. Chaque élément que vous voyez dans le château, vous pouvez vous poser la question à quoi ça sert et qu'est-ce que ça protégeait.
En avançant vers la galerie de défense, vous voyez là l'arrachement de ce tunnel caponnière dans lequel nous étions jusqu'à maintenant. Et la galerie, comme vous voyez, est ponctuée de postes de tir, avec à chaque fois une canonnière, une arbalétrière que vous avez au-dessus, avec cette espèce de renflement au milieu, servait essentiellement à évacuer la fumée du canon, puisqu'ici on est dans un espace clos. Et vous voyez très bien là, sur le haut de cette galerie, le système de construction avec les marques de planches qu'on pressait contre le haut pour faire le sommet. Voilà. Alors bien entendu, à l'époque, c'était un cul-de-sac, très, très inquiétant d'ailleurs, parce que quand on descendait défendre cette partie du château, on était isolé de la cour, mais avec un seul point de retour qui était justement le chemin par lequel on est passé. Et si par hasard un ennemi avait pu investir la cour, là c'était fini, on était coincé, pas de sortie possible. Voilà, assez terrifiant. Maintenant, ça a été ouvert probablement au XVIIe, dans un des postes de tir. Et d'ici, vous voyez la forme de ce boulevard d'artillerie en proue de bateau. Vous voyez la hauteur aussi de ce bâtiment. Et cette forme en proue de bateau permettait de dévier les boulets de canon. Donc, de par sa longueur, de par sa hauteur et de par sa forme, ça rendait totalement impossible de percer l'entrée du château avec l'artillerie. Vous voyez aussi que les postes de tir sont un petit peu orientés. Et donc, il y a vraiment un travail de conception militaire. Et je crois qu'il y avait même des spécialistes des ouvertures de tir qui sillonnaient la France comme ça pour justement calculer les bons angles. Il y a eu beaucoup d'investissements sur cette partie-là, ce qui donne une idée de l'importance qu'avait le château, en tout cas dans la protection des marches du Maine à l'époque. Donc là, on fait une petite promenade à l'extérieur du château, le long de l'ancien étang. Tout le système de défense extérieure du château reposait sur l'eau, puisqu'il y a un étang de ce côté-ci, donc vers la Normandie. Mais il y en a un autre au pied du château, côté sud, qui s'étend ensuite le long du village. Donc les systèmes de protection du village et du château étaient vraiment d'un seul tenant. Le village, d'ailleurs, c'est très intéressant, a été construit ou reconstruit au XVe siècle dans le prolongement du château exact, alors que la paroisse d'origine était à 1 kilomètre de là. Et ça s'est complètement déporté par rapport à l'église vers le château. Si vous voyez, les tours ont une partie un peu renflée au bas, qui est aussi un élément de défense. Alors c'est vraiment très simple, mais vous avez en haut de chaque tour un déport avec des consoles et des machicoulis. Et si on laisse tomber une pierre par le machicoulis, elle va venir ricocher sur le bas de la tour et partir à l'horizontale avec une puissance démultipliée. Et donc ça peut faucher tous les soldats éventuels qui seraient dans son axe. On l'a essayé, ça marche. Alors c'est toujours le côté qui donne le plus grand sentiment de la masse du château. C'est une énorme quantité de pierres pour peu de place à l'intérieur, hein, comme vous le verrez tout à l'heure. Mais on sent vraiment son poids quand on est ici. Vous voyez aussi comme il y a très peu d'ouvertures vers l'extérieur. Les seules ouvertures qu'on voit, ce sont des postes de tir. À la base des tours et puis tout en haut. Donc c'est pas très hospitalier, mais ça fait son charme aussi. Le chemin qu'on prend maintenant ne pouvait pas être emprunté au XVe siècle puisque on n'entrait pas par là. Le rempart était plein. Il y avait vraiment un seul point d'entrée qui était les ponts-levis. Mais bon, le château changeant d'usage, en particulier à partir du XVIIe,
Et d'autant plus au 19e, une poterne a été percée qui permettait d'accéder au parc de manière agréable. Vous voyez aussi que les seuls éléments de fantaisie, si on peut dire, du château, détails architecturaux qui ne soient pas complètement rectilignes, sont les parties hautes. Alors en fait, c'est parfaitement fonctionnel aussi, c'est simplement les consoles qui font une espèce de feston là au sommet des tours, avec le chemin de ronde du haut de la tour qui repose sur ces consoles. On voit alors un élément patrimonial du château, mais qui hélas sera peut-être moins pérenne, c'est notre houx pluricentenaire qui semble-t-il serait le plus vieux de France, le plus large aussi, et qui a été conduit pendant des siècles comme un arbre. Donc il avait vraiment un tronc très droit et magnifique. Il s'élevait très haut aussi. Maintenant, il est un peu plus vieux et vraiment sur le déclin, mais on y tient énormément. Pour nous, c'est vraiment presque l'âme du château. Donc voici une tour que nous avons restaurée l'année dernière, qui se termine pratiquement. Donc c'était une restauration intégrale, une reprise totale de la maçonnerie, parce que très souvent quand on s'intéresse à une tour, on se rend compte que la maçonnerie en particulier n'a pas été reprise depuis presque l'origine. Alors pas partout, mais pour beaucoup. Et une fois le fût traité, on a aussi à reprendre la charpente et la couverture de façon intégrale. Parce que le château a été préservé, enfin maintenu, entretenu jusqu'à maintenant, mais il est quand même bien vieux. Il y a des moments où il y a du gros travail à faire. Donc là, ça c'est intéressant parce que vous avez l'entrée de chaque tour, donc qui est identique pour toutes les tours, avec à angle droit un tout petit escalier en colimaçon dans lequel une seule personne peut passer à la fois. Et donc il peut être aussi défendu très facilement par une seule personne. Le fait d'avoir l'angle droit fait que quand on arrive, on ne voit absolument pas ni l'escalier, ni la personne qui pourrait s'y trouver. D'autant plus avec le système du colimaçon. Le principe en fait dans ce château, c'est que la personne qui entre est toujours dans une grande incertitude parce qu'elle ne voit rien et elle ne sait pas ce qui l'attend à toutes les étapes. Alors que c'est très facile avec un minimum de gens de le défendre, à l'inverse. Ah, vous avez l'escalier. Attendez, j'ai peut-être un peu de lumière. On va essayer de trouver comment ça marche. Voilà. Chaque salle d'artillerie présente la même structure avec ses casemates, postes de tir, que vous pouvez voir là. Il y a cette partie resserrée de la casemate qui permet de placer une barre qui empêchera le recul du canon. Toujours la canonnière et l'arbalétrière, qui est aussi un moyen d'évacuation de fumée. Et ce qui est intéressant pour nous, et c'est un travail qui a été fait avec un archéologue de la Drac pendant quelques années, c'est de travailler sur le plan de feu du château. Comment sont placés les postes de tir, qu'est-ce qui est visé et pourquoi. Donc ici, c'est caractéristique. Ce qui est visé, c'est la berge de l'étang, qui est à la fois le chemin qui mène au moulin et l'axe principal de la ville pour aller du nord au sud. Donc un emplacement stratégique. De l'autre côté, ce qui sera visé, c'est le même chemin dans l'autre sens, vers le moulin et vers la vanne de l'étang. Point stratégique s'il en est, puisqu'il faut pouvoir empêcher un ennemi éventuel de vider les étangs et être capable de les manœuvrer, au contraire, depuis le château. Pour continuer la visite de notre forteresse défensive, nous allons entrer dans une autre tour.
qu'on appelle maintenant la tour Lavoisier, pour des raisons historiques obscures. Cette tour est particulière dans le château, puisque c'est, pense-t-on, la mieux défendue, et donc l'ultime refuge en cas de prise du château, avec des systèmes de protection qui permettent de retarder la progression d'un ennemi éventuel, en bloquant la communication entre les différents étages, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Dans cette tour, très peu d'aménagements ont été faits depuis le 15e en fait, puisqu'on se rend compte que le crépi que vous avez là est vraiment l'enduit du 15e siècle. Et ça, c'est très facile à déterminer, puisque dans le coin, de ce côté-là, on a une inscription sur le mur d'un bourgeois de la ville qui, dans les années 1470, s'était chargé de faire le guet et écrit à cet endroit-là: ce jour m'est né un fils géant. Voilà, donc ça, c'est vraiment la preuve qu'on n'a pas changé le décor depuis. Il y avait un autre élément de preuve, c'est de ce côté-là. Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment caractéristique de la façon dont il faut regarder chaque élément, chaque détail, et même chaque... disons que tout est significatif, même ce qui a l'air de ne pas être fait exprès. Et là, vous avez une ligne verticale dans l'enduit et une ligne horizontale, et ça se poursuit de l'autre côté, avec cette ligne-là. Et c'est le signe d'une construction caractéristique de cette période de l'architecture. Ce sont des sas en bois qui permettent d'isoler l'intérieur de la pièce de la sortie, puisque vous voyez qu'on a beau être au premier étage, on entre directement par une porte accessible de l'extérieur par un dispositif d'escalier en bois. Comme ce système est marqué dans l'enduit, ça veut dire que l'enduit était déjà existant, donc au XVe siècle. Ce qui a amené à d'autres conclusions amusantes, puisque là vous voyez quelque chose qui paraît une hérésie. C'est l'enduit est découpé d'une manière extrêmement nette, alors que maintenant, quand on veut refaire quelque chose d'un peu historique, on le fait mourir doucement sur la pierre de manière très élégante. Mais simplement là, puisque ça, c'est d'origine, eh bien ça veut dire qu'au XVe siècle, c'est comme ça qu'on faisait. Voilà. Et ça, c'est une découverte qu'on a fait ici avec l'archéologue qui au départ n'y croyait pas et qui, voyant ça, pensait que c'était bien postérieur. Et tous les éléments donc, repris en arrière que je vous ai montrés ont amené à cette conclusion. On va continuer à monter. Alors c'est un peu raide, mais c'est amusant. Donc, attention à ne pas passer par là, parce que c'est une porte, mais ça donne dans le vide. Et on monte. Nous voilà dans le chemin de ronde de la tour Lavoisier, donc tout au sommet. De même qu'au pied de chaque tour, vous avez la salle d'artillerie. En haut de chaque tour, qu'elle soit ronde ou en fer à cheval, vous avez une pièce centrale entourée de ce chemin de ronde qui est en encorbellement au-dessus de consoles, séparées par des mâchicoulis. Là, on a protégé les mâchicoulis avec ces pièces de bois pour pouvoir amener des visiteurs jusqu'ici. Mais normalement, donc, ce sont des trous qui donnent sur le vide et qui permettent de jeter toutes sortes de choses. La structure de la charpente est très intéressante parce qu'elle a été restaurée intégralement il y a quelques années, et comme il ne restait rien à sauvegarder, on a pu la refaire à neuf en reproduisant le système d'origine. Alors que dans d'autres tours, quand on fait des restaurations, on doit garder l'état existant et essayer de travailler autour de tout ce qui est possible de garder. Là, on ne pouvait rien garder. En revanche, on avait des modèles dans d'autres tours de ces
ces chevrons avec une forme un peu particulière qui nous a fait comprendre qu'il y avait un report de force à faire de ce côté-là vers le mur porteur qui est à l'intérieur pour que la charpente ne pèse pas sur ce petit parapet qui est assez léger et donc ne le pousse pas vers l'extérieur. Parce que ça, c'est un problème qu'on a eu dans pas mal de tours. C'est-à-dire qu'au fil des restaurations entre le 15e et le 20e siècle, en fait, cette idée de ramener le poids de la charpente vers l'intérieur a été oubliée. Et donc, toute la charpente pesait là-dessus. Et donc, ça poussait le mur qui commençait à pencher, ce qui a donné lieu à d'énormes restaurations de maçonnerie à certains endroits. Donc, vous voyez, ça fait un système de rayons assez beau, avec les corbeaux là, sur lesquels pose une sablière, des jambes de force, enfin tout un dispositif un peu complexe. Voilà. Ici, vous entendez probablement le bruit de la chute donc de l'étang sur cette très ancienne digue qui est, d'après les recherches qu'on a faites, antérieure au château actuel. Donc on pense que ça remonte peut-être dès le XIIe siècle. Et donc avec la retenue d'eau et une chute qui descend dans l'ancien cours du Lacet, donc qui est le petit ruisseau qui traverse la ville. L'étang que vous voyez là au pied du château se prolongeait donc à travers la route qui a été faite au 19e là, et jusqu'à l'église que vous voyez. Donc ça longeait tout le village, et les fossés qui descendaient vers l'étang étaient en étage avec des jardins qu'on peut toujours voir dans la ville. Donc ça, c'est vraiment un élément de continuité assez touchant dans l'Assay. Là, on a un peu partout des traces des gens qui nous ont précédés. Et là, dans cet reste de très vieux crépi aussi, vous voyez, en vous rapprochant, cette flèche qui est un marteau de couvreur. Et ça nous a beaucoup plu de voir ça, puisque quand on a fait toutes nos restaurations, c'était exactement cet outil qu'utilisaient encore les couvreurs. Donc, une grande continuité. Alors, toute cette partie est difficilement accessible au public, puisque vous avez vu la taille et la raideur des escaliers. Cependant, on l'a fait visiter à des petits groupes, et en particulier aux Journées du patrimoine ou sur demande, parce que c'est vraiment intéressant de voir de bas en haut en fait, toute une tour médiévale avec tous ces éléments de fonctionnalité de défense. Bon, évidemment, ici, on est un peu monomaniaque, hein, c'est militaire, c'est défensif, c'est comme ça. Là, nous sommes dans la pièce centrale de ces derniers étages de la tour Lavoisier, qui, malgré sa difficulté d'accès, est une pièce plus confortable et plus travaillée que les autres pièces qui sont simplement des corps de garde. Ici, c'est probablement la chambre d'un personnage un peu plus important, le capitaine ou un officier de passage. Et ça se voit à des petits éléments qui sont vraiment très ténus. Mais ici de toute façon, tout se devine. Hein. Vous avez par exemple, là, dans cet élément de fenêtre, des arrondis qui sont travaillés. De l'autre côté, vous avez une petite corniche. Enfin, c'est vraiment minuscule. Mais par rapport au côté vraiment très brut et rustique du reste, on voit qu'il y a plus d'attention qui a été portée sur cette pièce. Et puis, alors l'élément de confort suprême, c'est évidemment le double chauffage avec ce conduit qui part des cheminées des étages inférieurs et donc qui apporte une chaleur diffuse. Et là, le foyer ouvert. Donc on posera le lit contre le conduit, là, pour passer une nuit bien agréable. Et alors probablement que cette charpente qui maintenant est à découvert
qui est aussi entièrement restauré, là, devait être caché par un plafond pour maintenir la chaleur dans la pièce. Maintenant, nous redescendons d'un étage pour accéder, contrairement à ce que je vous avais dit tout à l'heure, au rempart. Alors, au passage, notez ces éléments-là dans la pierre qui en fait marquent la possibilité de mettre une barre de blocage de la porte qui donc permettra d'empêcher une personne extérieure de pouvoir pénétrer facilement ici. On le trouve donc à plusieurs niveaux dans cette tour, au niveau des portes et aussi au niveau des étages carrément, donc de façon horizontale, donc qui permet d'isoler un étage d'un autre et empêcher la progression de l'ennemi. Par cette pièce qui est au deuxième étage de la tour, nous allons pouvoir accéder au rempart, contrairement à ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, où à la conception du château, le chemin de ronde traverse le mur des tours, mais sans accès vers l'intérieur des tours. Il se trouve qu'au XVIIe siècle, les habitants du château, fatigués de devoir toujours redescendre pour remonter dans la tour suivante, ont cassé à travers les murs, d'une manière assez grossière d'ailleurs, pour pouvoir passer directement d'une tour à l'autre par le chemin de ronde. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les tours, mais dans certaines maintenant c'est comme ça. Voilà, donc admirez le travail. Donc dans cette pièce, vous avez encore le crépier du XVe siècle, sur lequel, vraiment au fil des années, des centaines de gens ont mis leur marque, puisque le château n'a pas toujours été habité, donc souvent il était un petit peu ouvert à tout vent et les gens venaient s'y promener, ou faire je ne sais quoi. Et aussi, il a beaucoup servi de prison, hélas. Il a servi de prison dès sa conception, hein, au XVe siècle, mais ensuite, au fil des différentes guerres, et puis pendant la Révolution, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a de tout sur les murs. On peut raconter l'histoire de France à travers nos parois. Vous avez là aussi un élément très caractéristique, hein, des tours du Moyen-Âge, c'est-à-dire les coups-sièges qui sont devant l'unique point lumineux de la pièce. Vous avez remarqué quand on fait le tour du château, il y a très peu d'ouverture, et en particulier vers l'extérieur. C'est très rare, parce que celle-ci donne vers la ville, mais c'est pratiquement la seule dans le château. Donc là, on est vraiment dans le mur. Donc les murs qui font, en fonction des étages de 3 mètres à 2 mètres d'épaisseur. Voilà, maintenant on est dans la pierre. C'est un sentiment assez particulier qu'on a ici. Là, c'est un peu dangereux parce que vous avez les mâchicoulis qui donnent vers l'extérieur, et donc on ne fait pas venir le public ici, pour le moment en tout cas. Peut-être un jour on aura trouvé un aménagement qui sera à la fois dans l'esprit du château et sécurisé pour les visiteurs, mais ce n'est pas encore le cas. On traverse toujours dans le mur du château, et là la tour est ronde, donc le chemin est rond. Ici, c'est une partie dont le parapet a été restitué il y a peu de temps, mais sur la base d'éléments archéologiques très sérieux et d'une longue étude. Et donc
Donc les ouvertures de tir que vous voyez là reprennent le plan de feu dont j'ai parlé tout à l'heure, avec toujours en ligne de mire la berge de l'étang, très important. Donc chemin qui est à la fois une des grandes traversées de la ville et l'accès au moulin et l'accès à la digue de l'étang. Et là, c'est la rue du château qu'on prend en enfilade. Donc la rue du château, c'est la rue qui mène au château. On peut poursuivre le chemin de ronde jusqu'à l'autre côté. C'est toujours amusant. Vous voyez, le château de la Saie est vraiment un château très brut, très élémentaire. C'est ce qui fait que nous l'aimons aussi. Là, nous sommes dans la partie du chemin de ronde qui traverse, enfin qui longe la tour à travers le mur. Et on voit cet élément un peu étonnant, qui est une ouverture de tir, mais vers l'intérieur du château. Alors pourquoi est-ce qu'on tire dans le château? Probablement pour protéger, défendre la tour Lavoisier, dont je vous disais qu'elle était le dernier refuge finalement en cas d'invasion, et donc empêcher les gens d'accéder à cette tour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le parc que vous voyez maintenant avec tous ces grands arbres date du milieu du 19e siècle. Donc, il a été conçu par un paysagiste, reterrassé complètement avec un nouveau relief pour faire cet écrin protecteur au château, d'une manière tout à fait contraire à l'esprit d'origine, qui était d'avoir la vue dégagée à l'infini vers la Normandie qui est par là. Et on voit d'autant plus loin qu'on est vraiment à la pointe d'un éperon rocheux, le village par derrière, et donc en surplombant sur une immense plaine qui va sur des dizaines de kilomètres. Évidemment, il faut l'imaginer maintenant. En hiver, on voit encore un petit peu. Eh bien, nous reprenons le chemin de ronde pour redescendre par la tour Lavoisier. Et je pense que maintenant, si vous voulez, on va passer au 19e. Je vous montrais tout à l'heure les saignées dans la pierre pour le placement d'une barre, et là, vous en avez encore un autre, ici, de même que l'emplacement d'un verrou. Donc tous ces détails vraiment qu'on n'aurait jamais pensé à regarder avant, à partir du moment où on a l'œil, on les repère et on comprend beaucoup mieux la logique du bâtiment. Sur les photos cartes postales du 19e qu'on peut avoir, on voit qu'il y a eu à une époque énormément de décors néo-gothiques sur les portes, sur les fenêtres. On avait même des chiens assis sur le toit. Et puis les générations d'après sont revenues un peu plus de sobriété, mais il nous reste là quelques gargouilles et chimères, et les épis de fêtage aussi, qui sont vraiment exactement ce qu'on trouve à Notre-Dame, sont leurs petits frères, petites sœurs. Entrons maintenant. Nous sommes ici dans la cuisine qui se trouve dans l'une des deux tours formant le corps de logis. Et je voulais vous faire remarquer deux petits détails, ou grands détails. D'abord, l'épaisseur du mur, donc d'ici jusqu'à la fenêtre, c'est ce qui entoure l'ensemble de la pièce. Ce qui fait que dans le château, les tours sont énormes, mais les pièces sont minuscules. Mais au moins, ça crée une bonne inertie thermique qui fait que jusqu'en janvier, il ne fait pas trop froid à l'intérieur. Un autre élément intéressant ici, c'est le grand potager. Donc cette belle grande dalle de granit percée de trous. Dans ces trous, vous avez des grilles sur lesquelles on pose des braises, sur lesquelles on fera mijoter les plats. Et en dessous,
une sorte d'étagère recouverte de carreaux sur lesquels tomberont la cendre et donc on pourra nettoyer. Donc voilà la cuisinière de l'époque. Avec tous les cuivres évidemment qu'on utilise pour cuisiner. Un tourne-broche ici. Et puis ces poids qui arrivent du grenier à sel en face du château et qui servaient à peser le sel et donc calculer l'impôt. Quittons la cuisine et montons par le plus grand escalier du château, puisque vous en avez vu d'autres qui en faisaient la moitié de taille. Alors l'escalier est plus grand, les coups-sièges sont plus petits. Voici une chambre avec le petit lit qui permet d'expliquer comment les gens dormaient. Parce que les lits étaient petits, non pas parce que les gens étaient petits, parce qu'il y a toujours eu toutes les tailles de gens, mais simplement parce qu'on dormait assis. La position allongée étant assez mal considérée, en tout cas au Moyen-Âge. Voilà, une chambre avec son mobilier varié et familial. Nous étions dans la tour à gauche du pont-levis. Maintenant, nous traversons par un petit passage qui surplombe le pont-levis pour aller de l'autre côté. La pièce dans laquelle nous arrivons est sans doute la plus grande du château parce qu'elle a été très modifiée depuis la construction d'origine. Vous voyez qu'elle est carrée. Or, toutes nos tours sont rondes ou en fer à cheval. Celle-ci est en fer à cheval. Donc, en fait, la pièce a été retaillée dans l'arrondi d'origine. Au XVIIe siècle, probablement, quand un bâtiment résidentiel avait été adjoint au château, sur le boulevard d'Artillerie et au-dessus des ponts-levis. Hélas, maintenant, quand on sort, on se retrouve dehors. Hélas, ou peut-être tant mieux, puisque maintenant le château a repris sa forme d'origine. Les hauteurs de plafond aussi ont été déplacées, sans doute au XIXe, peut-être déjà au XVIIe. On pense que les plafonds étaient plus bas. Donc il y a eu beaucoup de modifications dans cette partie qui était le début de la partie où on pouvait vraiment habiter noblement, donc depuis l'époque des Madaillans, à travers la Révolution et jusqu'au Beauchesne. Le décor, par contre, est vraiment très 19e, avec un esprit un petit peu troubadour néo-gothique. Vous remarquez la cheminée qui est là, qui a un thème très musical, puisque en fait, elle est faite à partir d'un ancien buffet d'orgue. Et là, cette frise est assez amusante et d'autant plus pour nous qui aimons bien organiser des concerts. Ce sont plein d'anges musiciens qui jouent de toutes sortes d'instruments différents. Là, vous avez le triangle, le tambourin, la flûte, le luth, la vielle. Ça, une musette, je pense, et une cornemuse. Voilà. Et ce tableau représente la marquise de Beauchesne, avec une représentation assez fantasmatique là, du château, qui n'est pas du tout dans son environnement au fond. Et ça, c'est l'aïeul de mon mari, donc l'épouse du premier qui a racheté le château à la Restauration. Donc c'est à elle et à son époux que nous devons d'être les heureux propriétaires du château de la Sée. Donc, on est assez fiers de présenter cette pièce dans son état actuel parce que pendant des années, elle a gardé les décors d'un film qui avait été tourné dans les années 70, donc des décors provisoires qui ont duré pendant 50 ans. Et donc on vient de restaurer à la fois la tapisserie et la peinture du plafond, qui est donc un plafond 19e, mais avec d'assez belles couleurs et les détails qui avaient complètement disparu, qu'on voit réapparaître. Donc elle a repris beaucoup d'éclat. Nous sortons du château dans ce qui était autrefois
les grands salons et qui maintenant est redevenu le boulevard d'Artillerie. Et je crois que je vais vous emmener au grenier à sel pour résumer tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, puisqu'on a une maquette du château et du bourg à la fin du XVe siècle qui permettra de voir d'une manière très explicite le système de défense général de Lassay, ville et château. Nous sommes sortis par ce portail temporaire, hein, comme vous pouvez vous l'imaginer, puisque en ce moment nous avons une nouvelle campagne de restauration qui a concerné le pont sur lequel nous nous tenons et qui va se poursuivre par les deux façades du boulevard d'Artillerie et la restauration ou la réinstallation d'un nouveau portail d'entrée. Ce pont-là a été un pont-levis jusqu'au XVIIIe siècle et on en voit encore les traces puisque vous voyez il y a la feuillure là dans laquelle venait s'encastrer le pont-levis. On a encore les systèmes de rotation qui sont au sol et si on va vers l'extérieur, si on descend, on verra les piliers de soutien de la partie dormante du pont. Et là, je vous emmène au grenier à sel qui est juste en face pour voir cette maquette dont je vous ai parlé, qui fera la synthèse de toute notre visite. Alors, le grenier à sel, c'est à la fois l'accueil, la boutique du château et un point de lieu de passage pour toutes sortes de gens. Bon. La maquette est là. Donc vous avez une représentation en 3 dimensions du château et du bourg en 1500. Les toits bleus correspondent à des bâtiments encore existants ou vraiment documentés. Par exemple, au centre-ville, vous avez les halles qui n'existent plus, malheureusement, mais dont on a l'intégralité des plans. Le château, évidemment. Le moulin, dont je vous parlais tout à l'heure. Le fameux chemin du moulin qu'on devait protéger. Vous voyez, il y a les postes de tir de la tour qui est là, dans laquelle nous étions, visent la rue du château et la berge de l'étang. Donc le moulin là. Là, c'est l'ancienne chapelle castrale, qui est toujours là dans la rue du château. Là, ce sont des belles demeures qui sont toujours là aussi, mais un petit peu transformées par le passage de rue. Et donc cet étang qui maintenant s'arrête là, mais qui se prolongeait jusqu'au bout de la ville, et le long de laquelle vous aviez des jardins en espalier, et que vous pouvez toujours voir quand vous prenez dans Lassay. Donc c'est une continuité impressionnante. Cette petite rue qui était la seule qui permettait justement de traverser la ville, et puis en longeant le chemin du moulin de repartir vers le sud, est toujours là aussi. Donc l'étang dont je vous parlais, qui est maintenant une prairie au pied des tours. Bien sûr, la ville s'est étendue et dépasse de loin maintenant ces fortifications. Nous avons fini notre tour de Lassay. J'espère que cette visite vous a intéressé et donné envie de venir. Nous sommes ouverts
de Pâques à fin septembre et aussi aux vacances de la Toussaint. Et nous serons heureux de vous accueillir au château.